Bonsoir à vous tous. On est à nouveau ensemble pour analyser l'actualité ce jour. Nous allons parler exclusivement du Togo en première partie avec cette question entre candidature unique et conditions d'élection. Quel choix se présente pour l'opposition togolaise l'année prochaine et probablement dans le premier trimestre de l'année? Les Togolais seront invités aux urnes pour élire le président de la République. Cette élection se tiendra à 2 tours et comme à l'approche de chaque élection, eh bien, le débat fait rage sur l'éventualité d'une candidature unique dans l'opposition pour battre le candidat du pouvoir. Pour en parler, nous recevons ce jour Moïse Nyofam-Mani, conseiller du nouvel engagement togolais, le NET. Moïse Nyofam-Mani, bonjour. Bonjour Samuel et bonjour à M. Kondo. Merci d'accepter notre invitation. Kofi Nayot Kondo, juriste et analyste politique, bonjour. Bonjour M. Samuel. M. Nyofam, bonjour. Merci à vous également d'accepter notre invitation. Merci. Alors, une question toute simple pour planter le décor, Moïse Nyofam-Mani. Ce débat qui s'instaure aujourd'hui sur candidature unique, conditions d'élection, est-ce que c'est le débat normal qui devrait être ouvert en ce moment-ci? Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de M. Jacques Chirac, parce que justement, si nous sommes arrivés à parler de candidature unique aujourd'hui, il y a de ces personnalités étrangères-là qui, en quelque sorte, ont contribué d'une manière ou d'une autre, donc, ou impacté notre histoire politique. Revenant à la question, oui, je crois que la question mérite d'être posée, candidature unique ou candidature multiple. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est quoi une candidature unique? Est-ce que la candidature unique signifie qu'à part la candidature du parti au pouvoir, il n'y aurait plus d'autres candidatures? Ou bien cela signifie simplement qu'une certaine opposition ou un certain corps de la société civile, etc., aurait pu mobiliser quelqu'un pour être donc le candidat unique de ce groupe-là. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le cas de la coalition des 14 par exemple, mais elle peut présenter un candidat unique. Oui. Mais si aujourd'hui on dit présenter un candidat unique de l'opposition, c'est à croire que l'opposition togolaise était déjà homogène. L'opposition togolaise n'a jamais été homogène. Donc on ne peut pas avoir de candidat unique pour l'opposition, mais on peut avoir de candidat unique pour un groupe peut-être de l'opposition. Et si on doit arriver à la candidature unique pour l'opposition, ça veut dire que quelque part, il y a un travail qui doit se faire en amont. C'est qu'on se serait déjà réunis pour d'abord définir les bases même de la gouvernance que nous voulons avoir ensemble. Parce que ne l'oubliez pas, les partis sont créés chacun pour gouverner demain. Et chacun a sa vision de la gouvernance. Et il est difficile aujourd'hui que sans s'asseoir pour définir donc ce que va être la gouvernance, sans se répartir d'ailleurs les postes. Au cas où nous prenons le pouvoir, il est difficile d'aller comme ça, ex nihilo, et de décider de choisir quelqu'un pour être candidat unique de toute l'opposition. Comme je l'ai dit, une opposition qui n'est pas homogène. Alors, mais, dans un autre sens, ma question voulait également savoir, est-ce que ce n'est pas un peu tard? On n'est qu'à 6, 7, 8 mois de l'élection. C'est un peu tard, on peut le dire. Mais en même temps, ce n'aurait pas été tard si nous avions cette culture-là au sein de l'opposition de nous réunir sur des questions, de discuter et de sortir rapidement des résultats. Mais lorsqu'on voit à peu près le parcours de l'opposition togolaise en ce jour, oui, à 7 mois, c'est vraiment tard. Mais on serait dans d'autres contextes où les gens sont prêts à se réunir eux-mêmes, à sacrifier un peu leur orgueil. Je crois que les 7 mois auraient été largement suffisants pour qu'on dégage un candidat unique. Alors, Kofi Kondo, le débat vous paraît opportun? Je crois quand même que lorsqu'on analyse l'opposition togolaise, ça valait la peine d'être posé comme question pour que cela suscite un débat aujourd'hui. Je remercie M. Nyofam qui a fait le rappel quand nous lisons l'histoire de 98 jusqu'à ce jour où on a planté le décor, où l'opposition togolaise a été mise à défi en 98 déjà pour choisir un candidat unique contre le candidat du parti au pouvoir.
Je crois que lorsque nous analysons et nous avons vu des différentes péripéties qui se sont passées, ça nous rappelle quand même qu'il est difficile d'accoucher ce bébé qui est un candidat unique de l'opposition. Même les situations de fragilité que nous avions, que nous pouvons lire au jour d'aujourd'hui, nous prouvent à suffisance qu'on ne peut pas avoir. Même le dire, c'est se leurrer. C'est se leurrer. Et les gens n'ont pas encore abandonné leur ego. Les gens n'ont pas encore eu une vision claire de la gouvernance. Et je crois quand même que le fond de la crise politique togolaise est un fond d'un business politique qui ne dit pas son nom, sur lequel les gens se campent et les gens font le règlement de compte simultanément. Donc, aujourd'hui, s'accorder et discuter ensemble pour les questions qui sont d'ordre prioritaire. Lorsqu'on parle de la politique et qu'on axe cette politique-là sur le peuple, si le peuple n'est pas au fond des calculs des politiciens, il est difficile qu'on puisse sortir un candidat unique pour aller à ces élections, quels qu'en soient les enjeux. Mais si on en vient, parce que ça fait deux questions qu'on voudrait poser aujourd'hui, candidature unique ou conditions d'élection. Mais si on se situe uniquement sur la candidature unique, est-ce que ce n'est pas un faux débat? Est-ce que ça a déjà marché dans un pays, prenons juste le continent? Est-ce que ça a déjà marché? Moi, je crois que ceux qui veulent opposer la candidature unique ou l'idée de la candidature unique à celle des conditions des élections sont plutôt ceux qui sont dans le faux jeu. En réalité, c'est un faux débat qu'ils posent. Parce que lorsque vous prenez la C14 aujourd'hui, en demandant qu'on aille à une candidature unique, ne dit pas qu'elle est en train de laisser tomber les conditions pour aller aux élections. C'est pas ce que la C14 dit. Mais la C14 dit qu'il faut aller à une candidature unique parce que nous avons remarqué que, vu les forces que nous avons en présence, si nous mutualisons les forces, nous pouvons quand même avoir un peu plus de chance avec une candidature unique. Maintenant, le reste, en ce qui concerne les conditions et tout ça, c'est normal. Je ne crois pas qu'un seul parti de la C14, que ce soit ceux qui viennent de parti ou ceux qui sont toujours, vont refuser de se battre pour les meilleures conditions des élections présidentielles. Donc, on ne peut pas jauger les deux choses-là à la fois. Non. La candidature unique doit être comparée à la candidature multiple. Et maintenant, on doit se dire, à mon sens, l'analyse doit aller dans ce sens-là, c'est dire, on pose candidature unique, candidature multiple. On se dit, dans les meilleures conditions des élections, quelle est la meilleure option. On essaie de voir. On repose maintenant, dans les conditions où nous n'arrivons pas à améliorer le cadre électoral, etc., et que nous restons dans les mêmes conditions que nous avons fait les locales, candidature unique, candidature multiple, quelles nous pouvons avoir. C'est comme ça que le débat doit être posé. Mais maintenant, ceux qui fuient le débat, on ne peut pas poser l'un sans l'autre. Maintenant, ceux qui fuient la candidature unique et qui, d'ailleurs, ont été plutôt les chantres de cette candidature unique à un moment donné, font semblant aujourd'hui de dire que c'est eux qui revendiquent les meilleures conditions des élections, comme si les autres n'en veulent pas. Non, c'est du faux. C'est du faux. Alors, Moïse n'a pas fondamentalement répondu à ma question. Sur le continent, moi j'essaie de réfléchir. Le débat se pose même la dernière fois en Mauritanie, le débat est revenu. Au Niger, ils ont essayé. On essaie, ça ne marche pas. Pourquoi on voudrait que ça marche au Togo? En fait, ce n'est pas une imposition au Togo. Naturellement, c'est l'opposition togolaise même qui mélange les pédales, qui font croire qu'aujourd'hui, le schéma idoine pour pouvoir battre le candidat du parti au pouvoir serait la candidature unique. Sinon, en réalité, tout parti politique légalement constitué a pour ambition la cession à la souveraineté nationale. Et donc, on ne peut jamais se faire avaliser par d'autres partis politiques. Mais lorsque vous faites un parcours jusqu'à un moment donné et que vous trouvez quand même que votre lutte politique vise à assouvir la soif d'un peuple donné, on peut quand même oublier la souveraineté nationale et dire quelle est l'option que nous devons choisir. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous allons dans un système d'émiettement des voix, ça donne plus la chance aux candidats du parti au pouvoir de pouvoir faire ce que nous qualifions toujours de margouille, ou bien si la candidature multiple peut nous arranger. Il faut poser clairement le problème et entre eux, il faut un débat sans tabou
Au jour d'aujourd'hui, les gens ne veulent pas poser clairement le débat. Ça voudrait dire que les calculs sont ailleurs et les gens ne font que ébernuer le peuple en pensant qu'ils sont en train de mener une lutte politique. Est-ce que vous voyez un peu? Si soit les partis politiques sont dans les girons du parti au pouvoir et ils font leur jeu, leurs petits calculs, ou soit ils veulent vraiment être des partis politiques qui veulent changer la donne. Et là, ils s'engagent et les gens vont comprendre ce qu'ils veulent faire. Là, aujourd'hui, la communauté internationale a mis le Togo, et je crois que tout le monde a mis le Togo à l'épreuve. Et aujourd'hui, à partir de ces élections de 2020, si rien ne change, je crois qu'il serait difficile encore de parler de partis de l'opposition. Et moi, je l'avais déjà dit sur cette antenne, il faut une candidature surprise pour renverser la vapeur. Cette candidature surprise, comment ça doit arriver? Je crois que les gens sont en train d'observer les partis politiques. Les leaders, on est en train de les observer. On les observe, on regarde ce qu'ils sont en train de faire, mais ils seront surpris de voir des gens qui vont leur ravir les vedettes et on ne parlera plus de ces partis parce que si longtemps le peuple les a suivis, ils ont fait sortir le peuple dans la rue, les gens ont été matés, les gens ont subi des choses, mais ils ne seront pas en mesure de concrétiser les actions. Peut-être ce n'est plus le parti au pouvoir que le peuple va combattre demain, mais ce serait eux-mêmes. Alors, j'étais en train de faire des recherches pour trouver le nom de quelqu'un, parce que moi, je me rappelle, quand on évoque le débat sur la candidature unique, beaucoup aiment dire c'est ce qui a marché en Gambie. Je cherchais le nom de quelqu'un parce qu'en Gambie, il n'y avait pas de candidature unique de l'opposition. En dehors de Djamé et Barou, il y avait un troisième homme qui était également à ce scrutin-là. Bref, ça ne marche pas. Oui, je voulais aussi faire cas de l'exemple de la Gambie, effectivement, pour corroborer ce que je disais, que Barrow était, comme je le dis, le candidat unique d'un groupe donné d'opposants. D'accord? C'est-à-dire que la coalition des 14 aujourd'hui peut décider, ou quand elle était d'ailleurs 14 originale. Là, est-ce qu'il ne faut pas plus parler de candidat commun? Oui, justement, sauf que quand on dit candidat commun, on se dit que ça ne prendra pas l'effet qu'il faut dans la masse. Donc, on est obligé de dire candidat unique. Certains vous diront d'ailleurs qu'il y a déjà eu candidature unique dans ce pays. Honnêtement, est-ce qu'on peut dire que depuis les élections de 93, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu candidature unique au Togo? On vous dira oui. Mais quand vous analysez, vous verrez que la candidature unique dont on parle là, elle n'était unique que pour un groupe donné. De la même manière, beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, qu'aux États-Unis, il n'y a pas forcément que les démocrates et les républicains qui présentent un candidat aux élections présidentielles. Il y a parfois d'autres candidats, mais qui ne sont pas aussi connus, aussi importants, influents dans les médias. Voilà pourquoi je dis, la candidature unique pour moi, c'est une bonne chose. Elle est une bonne chose en quel sens? Si nous avons une opposition qui est assez homogène et qui a l'habitude elle-même de discuter entre elles et de se dire, bon, nous avons vu comment est-ce que le pays est gouverné, nous voulons proposer ceci. C'est vrai que nous avons différentes options de gouvernance, mais nous pensons qu'en mettant ceci ensemble, nous pouvons aboutir à tel résultat. Et là, vous avez un corps qui est homogène et qui décide d'avoir une candidature unique. Mais à l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, parler de candidature unique, c'est juste de l'utopie. Et je dirais même que ceux qui se font un peu plus les chantres de cette candidature unique, quand vous analysez un peu leur parcours électoral, vous sentez en même temps que c'est des gens qui ont toujours eu peur de l'électorat. C'est des gens qui n'ont pas un électorat aussi important. Et mieux encore, qui se disent qu'à l'heure actuelle, leur parti ne sont pas aussi importants. La C14 parle de quoi? De candidature unique, mais en réalité, la C14 voudrait que cette candidature unique-là soit appuyée par l'ANC. Il faut qu'on se dise la vérité. La C14 sait que pour qu'une candidature soit véritablement unique et ait un certain poids, il faut que la candidature soit appuyée par l'ANC et d'ailleurs, dans une certaine mesure, par le PNP. Alors, aujourd'hui, si vous pensez que c'est les gros poids et qu'il faut les avoir pour pouvoir tenir vraiment avec une candidature unique, il faut peut-être changer le langage vers cette partie-là, de telle sorte qu'il leur soit plus facile, je ne sais pas, par extraordinaire, d'accepter une candidature unique qui ne vienne peut-être pas de leurs. Mais dans tous les cas, il faut vraiment que la balle se calme, revienne à terre
et qu'on puisse mieux analyser les choses. Kofi Kondo, ce débat peut-être avait tout son sens quand on avait des élections à un seul tour. Là, on a des élections à 2 tours et logiquement, qu'on le veuille ou non, il y aura candidature unique face au candidat du pouvoir si on a un deuxième tour. Non, en fait, quand vous le posez comme ça, ça ne se vérifie pas, puisque au deuxième tour, il y aura des alliances qui vont se constituer, il y aura les mots d'ordre qui vont être, les consignes qui vont être donnés. Un parti dit de l'opposition donner sa voix au parti du pouvoir. Vous l'aviez observé tout de suite au terme des élections locales. Au terme des élections locales, il faut tirer des leçons des choses pour voir comment évoluer. Les enjeux sont locaux. Ça a été politisé, tellement que les leaders des partis politiques sont revenus en surface, ils ont débattu, ils ont même voulu arracher les choses, et donc du coup, au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que les collectivités locales vont être gérées d'une manière comme des affaires politiques. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte comme ça, mais je crois quand même que pour poser le problème, dans d'autres pays, même c'est les élections à 2 tours. Nous prenons le cas par exemple du Sénégal, des élections à 2 tours. Et pourtant, il y a eu Macky Sall qui a été élu dès le premier tour, un coup KO, mais lors de son premier mandat, il a été élu d'une manière, mais il a été l'objet, le candidat de toute la société civile, d'une manière d'une autre, porté par une coalition des organisations, etc., qui aujourd'hui est en train de faire le boucan dans presque tous les pays pour tous ceux qui veulent s'éterniser un peu au pouvoir. Tous ces mouvements soutenus Macky Sall au Sénégal. Mais au jour d'aujourd'hui, cela ne veut pas dire que Macky Sall a toujours la légitimité de tous ces groupes. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui au Togo, si nous faisons bien l'analyse et nous sachons que pour le candidat que nous voulons porter comme candidat unique de toute la classe politique de l'opposition ou bien d'une entité des partis politiques de l'opposition, à long terme, quand il va arriver au pouvoir, quel sera le choix que nous allons appliquer? Les gens ne font pas le débat tel qu'il est. Du programme politique. Et c'est pour ça que je dis, ça, ce n'est pas à 7 mois des élections qu'il faut le poser. Déjà la veille des élections passées, les gens déjà fait des projections. Si nous n'arrivons pas à obtenir la majorité, qu'est-ce qu'il faut faire? Et déjà les calculs doivent commencer. Ce n'est pas la guerre. On voit aujourd'hui l'opposition dans une guerre intermittente qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, les gens c'est quand le parti au pouvoir dit allons aux élections que les gens commencent par se gesticuler de gauche à droite et un peu partout. Je crois qu'on ne peut pas faire de la politique ou bien arriver au pouvoir de cette manière. Et depuis longtemps, c'est le même schéma. Ça a été rappelé, mais les gens n'ont jamais veillé corriger leurs pratiques politiques. Et je crois quand même que c'est là les preuves palpables que les partis politiques ne sont pas tellement huilés pour l'affaire politique, mais ce ne sont que des individus qui sont là à la tête des entités appelées partis politiques, qui sont dans un jeu de copinage, de complicité avec le parti au pouvoir pour pouvoir s'arranger d'une manière ou d'une autre. Quand il faut dire les choses comme telles, je crois quand même que les gens doivent se retrouver, poser le miroir, quelle est l'image qui est reflétée à nous et chercher si rapidement on peut corriger l'image pour le reflet et voir ce qu'il y a lieu de faire. Et réécouter, renvoyer l'image du côté du peuple pour voir qu'est-ce que le peuple veut de nous. Si ce n'est pas le cas, je crois quand même que aujourd'hui, dire que nous voulons un candidat unique, candidature multiple ou bien candidature commune, ce n'est que des terminologies qui n'intéressent guère les Togolais, mais les Togolais veulent un président capable de transcender leurs difficultés pour pouvoir leur apporter des solutions. C'est ça. Si un candidat peut, aujourd'hui, s'il faut choisir, il faut qu'on nous dise déjà que voilà, si la personne vient, voilà ce qu'il pourra faire, l'analyse qu'ils ont fait de la gouvernance du parti au pouvoir et de ce que nous pouvons inventer de nouveau. C'est à partir de ça qu'on peut croire à quelqu'un. Alors, vous avez suivi l'actualité hier avec le départ fracassant de la coalition.
Et le motif évoqué, c'est que la question de candidature unique est devenue comme une sorte d'obsession. Et on élude la question des conditions d'élection. Quelle réaction? Non, moi je crois que, je dirais, sur ce plan de la candidature unique, je dirais que c'est plutôt l'ANC qui est victime un peu je ne sais pas, de la roublardise de certains. Je m'explique. La question est posée par rapport à Adi et je vous démontrerai pourquoi. Vous souvenez qu'après les élections législatives, le groupe des 14 a convoqué, je crois c'était, eux-mêmes ils appelaient ça un conclave ou quelque chose comme ça, et ils devaient réfléchir ensemble. L'ANC était toujours là, réfléchir ensemble pour voir. Alors, en ce moment, il y a, si j'ai bonne mémoire, le cas où je ne sais plus quel parti, un ou deux, qui sont sortis et qui ont dit ne pas avoir été à cette rencontre-là parce que la rencontre devait désigner qui? Le candidat unique, le pape de l'opposition. Alors, ça veut dire que en ce moment-là, certains soupçonnaient qu'on voulait choisir le candidat unique et c'est à cause de ça qu'ils ne voulaient pas aller parce qu'ils sentaient que le candidat unique allait vers un parti comme l'ANC. Vous me suivez? Bien sûr. Aujourd'hui, on dit que l'ANC ne veut pas de la candidature unique. Pour moi, ça pose un problème. Ça pose un sérieux problème. Et moi, je me dis, le départ de Adi, naturellement, en voyant la manière dont la coalition est, et par rapport à certaines choses qui sont sorties. Vous savez, lors des élections locales, pendant qu'on positionnait les candidats, il y avait eu des problèmes au sein donc de la coalition. Certains disaient que Adi, par exemple, était trop gourmand. Adi avait peut-être même pris quelqu'un comme M. Adjangba, si j'ai bonne mémoire, du parti des démocrates. Voilà, il y avait eu des débats comme ça. Et après les élections locales, on s'est rendu compte que Adi a eu plus de conseillers placés actuellement. Et donc, il y a une jalousie qui a commencé. Et il y a eu même des publications sur les réseaux sociaux que nous avons lues. Donc, nous, on savait effectivement que d'une manière ou d'une autre, Adi n'allait pas continuer comme ça. Surtout que, comme Adi le dit, la candidature unique est une obsession. Et vous sentez que c'est les plus faibles qui en font une obsession. Alors, vous vous demandez, ils comptent sur quoi? C'est-à-dire qu'on a l'impression que ceux qui sont plus faibles, d'accord, veulent une candidature unique, mais veulent peser dans le choix de ce candidat-là pour qu'il ne soit pas le candidat de ceux qui sont plus populaires. C'est ce que l'ANC ressent et qui a fait que l'ANC dit non. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, l'ANC demeure, moi je le dis, le parti de l'opposition, c'est le principal parti de l'opposition. Je suis membre d'un parti de l'opposition, mais je dis qu'actuellement, le parti ANC est le plus grand parti de l'opposition actuellement. Et donc, vous ne pouvez pas faire un choix aujourd'hui sans tenir compte, je dirais, des caprices de l'ANC. On doit tenir compte des caprices de l'ANC. Maintenant, il revient aussi à l'ANC de se dire, c'est vrai, je suis le plus implanté, etc. Mais, en voyant un peu la situation de notre pays, je pense que je peux faire aussi le sacrifice. Parce que si aujourd'hui l'ANC renonce à se présenter, mais à soutenir un candidat, ce candidat-là aura un grand poids. Ce candidat-là, même s'il n'est pas candidat unique, il aura un poids assez important. Donc, la guerre qui se fait aujourd'hui autour de la candidature unique a fait partir Adi, mais ce n'est pas seulement la seule motivation. Adi aussi veut aller aux élections présidentielles. Alors, tout le monde veut finalement aller. Donc, pourquoi maintenant certains s'arc-boutent à cette question de candidature unique? Adi a déjà fait l'expérience électorale, ça n'était pas si mauvais, 4, et quelques pourcents. Il y en a qui, en leur sein, n'ont même pas celui qu'il faut placer comme candidat unique. On sait déjà ce que ça va donner. Vous savez, en fait, le problème, tel que ça se présente, je crois quand même que les gens ne font pas une bonne lecture. Il y a un fond, le fond du problème même, c'est un règlement de compte. Je ne veux pas épauler X pour qu'il soit à ce stade, etc. Or, en politique, je crois quand même que laisser passer pour mieux attaquer aussi, c'est une stratégie politique
que la plupart des partis politiques ignorent un peu. Aujourd'hui... Monsieur Kondo fait vraiment la morale aux partis politiques aujourd'hui. On en reviendra. Surtout que vous êtes citoyen et que si nous ne faisons pas bien, vous êtes normalement capable de nous remplacer. On reviendra à ce débat. D'accord, ne vous inquiétez pas. Je crois quand même qu'au jour d'aujourd'hui, les partis politiques, au lieu de faire des petites alliances en leur sein, par exemple au niveau de la C14, à l'interne, on peut avoir des petites alliances et voir qu'est-ce que celui-là a de plus fort, qu'est-ce que celui-là a de plus faible. Comment concilier les deux positions pour avoir une force homogène pour pouvoir avancer. Les gens, l'ego a supplanté tout et je crois quand même que c'est ça même qui fait la faiblesse aujourd'hui de l'opposition togolaise. Est-ce qu'on peut reprocher à des leaders politiques d'avoir un ego? Vous savez, en fait, leur reprocher, ça valait la peine, mais au même moment, il faut analyser la situation dans laquelle on exprime ses égos. La situation dans laquelle on analyse les égos aujourd'hui, ce n'est pas une situation dans laquelle vous avez des calculs partisans ou individuels qui doivent avoir les dessus. Vous avez un peuple qui est là, qui vous attend. Le peuple vous observe. Le peuple veut que vous incarnez ses aspirations. Est-ce que c'est le peuple qui a l'ego? Donc, si le peuple n'a pas d'ego, vous, en tant que leader politique, vous ne devez pas avoir d'ego parce que, au jour d'aujourd'hui, il faut consulter la base et la base, c'est l'électorat que vous avez. Parfois, on a l'impression que certains n'ont pas d'électorat. Est-ce que cette base, c'est toujours ce qui est bon pour vaincre? En réalité. Moi, j'aime citer la phrase de Nelson Mandela. Il dit, c'est nous, leurs leaders, c'est à nous de leur expliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques communiquent? Oui. Les partis politiques en Afrique du Sud, on est parti sur une base. On a mené une lutte donnée. Et c'est la lutte là qu'il faut expliquer. C'est une lutte entre deux races données. Mais aussi au Togo, nous n'avons pas un problème. Parce que même si on parle du problème nord-sud, c'est un faux problème. On n'a rien à expliquer là-bas. Seulement, il y a eu des erreurs politiques qui ont été commises, qui ont exacerbé ce problème jusqu'à ce jour. L'erreur commise, c'est qu'au départ, dans les années 90, quand on a lancé le vent de l'Ouest et comme ça, le vent de l'Est, on a dit, si nous accédons au pouvoir, nous allons renvoyer certains chez eux et partiront leurs bagages dans les sachets plastiques. Et ça, c'est le problème qui a demeuré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais les gens n'ont pas eu le courage d'aller présenter des excuses. Aujourd'hui, si les gens veulent comprendre, il faudrait qu'on se dise, quel est le langage que nous avions tenu par le passé? Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Avec quel peuple nous faisons la lutte? Est-ce que c'est avec le peuple issu de notre milieu d'origine seulement, ou bien c'est un peuple avec tous les ressortissants du territoire togolais? Alors, quel langage nous devons tenir? C'est ça l'essentiel. Maintenant, quand nous revenons, il faut voir dans le bureau directeur des partis politiques comment ce bureau a été composé. De quel milieu proviennent les membres du bureau. Nous faisons les analyses, nous voyons un peu les choses et quand nous voulons venir, entre nous, les gens continuent pas à porter les étiquettes discriminatoires à l'égard de certains comme s'ils sont moins intelligents, que s'ils ne peuvent rien produire de bon dans ce pays. Ou bien comme ils sont là, c'est eux qui font le malheur du Togo, que le Togo n'évolue pas. Il faut faire toutes ces analyses entre nous et nous posons le problème. S'il y a lieu de présenter des excuses, nous présentons des excuses. Je crois quand même que, quelque part, ça n'a même pas empêché de balayer Blaise Compaoré, mais Blaise Compaoré a eu le sursaut d'orgueil d'aller présenter des excuses à son peuple sur le stade. Aujourd'hui, quand nous voulons arriver au pouvoir, il faudrait que nous apprenions au peuple d'abord à reconnaître nos faiblesses, à reconnaître nos fautes, à présenter des excuses. Et ce n'est que dans cette dynamique-là que nous allons pouvoir gouverner aisément. Sinon, je crois quand même que tel que ça se présente, si aujourd'hui on ne fait pas confiance entre nous, il est clair que lorsque quelqu'un va arriver au pouvoir, nous n'allons pas lâcher de continuer par lui mettre les bateaux dans les roues et le Togo n'éviterait pas des conflits. D'accord. Alors maintenant, conclusion, Moïse, il est clair que la question de candidature unique est morte. La question de la candidature unique
elle n'est pas seulement morte. Elle est morte parce que nous savons que c'est de l'utopie, mais elle fait vivre certains qui ne vivent que de ça. Donc je suis tenté de dire, laissons-les aussi rêver qu'il y aura une candidature unique de l'opposition. D'un regroupement peut-être, mais de l'opposition, il n'y en aura pas. Et moi, ce que je reproche aussi à nos regroupements politiques, c'est d'avoir laissé ce regroupement-là aussi souvent piloter. Excusez-moi, je respecte toutes ces personnalités qui ont conduit ces regroupements-là, mais je me dis, je préfère toujours que le leader, celui qui a vraiment le vent en poupe, dirige lui-même une coalition. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous mettez pas des reproches parce que c'est Mme Adjamagbo, mais à tous ceux qui ont dirigé des regroupements jusqu'à ce jour. Moi, je pense que si dans un regroupement, celui qui est le plus fort, d'accord, vous tous, vous le reconnaissez, remettez-lui la direction du regroupement, quoi. Quand vous ne lui remettez pas la direction du regroupement et que tout ce que vous faites sans lui, il remet en cause, après vous criez, vous revenez à zéro, moi je pense qu'il vaut mieux le laisser, qu'il impulse vraiment ce qu'il a comme dynamique, et puis on va suivre. Maintenant, vous avez un regroupement dans lequel, prenez les résultats des élections présidentielles depuis 1993, prenez les résultats, essayez de voir à peu près les scores, et vous allez voir, par exemple, la coordinatrice de la coalition des 14, combien elle a obtenu. Pour que celle-là, qui a eu des difficultés même à se faire élire pour les élections locales, demeure celle qui soit leader d'une coalition où vous retrouvez quelqu'un comme Jean-Pierre Fabre. Il y a un problème qui se pose là-bas. Pour moi, il aurait fallu plutôt que M. Jean-Pierre Fabre soit le leader même de la coalition. Il imprime sa marque, on sait que c'est lui qui imprime la marque. Lorsqu'on échoue, on dit oui, on a échoué. Mais là, vous avez plusieurs personnes qui se renvoient la balle. D'accord? On ne sait plus qui a mal fait, qui n'a pas bien fait. Voilà quoi. Et quand ils sont allés chez Monseigneur Podio, je crois que vous-même vous avez senti cela. Il y a eu des reconnaissances de n'avoir pas bien fait ceci, etc. Mais moi je dis, ça, au Cap 2015, ça a été pareil. Hein? Ça a été pareil. Vous avez la locomotive qui est là, mais on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Non. Moi je pense qu'il faut laisser la locomotive diriger vraiment pour entraîner les wagons. Et là, s'il y a un wagon qui déraille, au moins la locomotive est tellement puissante qu'on sait que ça continue. Mais là, vous avez une locomotive qui a déraillé à un moment donné, que ce soit à tort ou à raison, mais a déraillé et puis a entraîné tous les autres wagons. Et tous les wagons qui aujourd'hui résistent sur les rails sont en perdition, nous le savons. Alors, pendant ce temps, puisqu'on est arrivé en tout cas à la conclusion qu'il n'est pas plus en tout cas possible d'avoir ce candidat unique. On ne peut en avoir qu'un candidat qu'on veut à un moment. Pendant ce temps, la question même des conditions d'élection, la LC l'a soulevé à travers un courrier envoyé au président de la République, l'a dit en quittant la coalition, a dit que c'était la question du moment. Pour le moment, rien ne bouge sur cette question. Il est possible d'avoir des discussions avec le gouvernement là-dessus? Vous savez, je crois quand même que cette question, ce n'est pas le moment propice pour en parler. Il fallait en parler au préalable. C'est tard maintenant? Ce n'est pas tard, on peut toujours continuer par en parler, mais je crois quand même que vous le vouliez, que vous en fassiez un débat ou pas, la CENI avance. La CENI a son chronogramme, on a défini les choses, on sait quand le président avait prêté le serment, on sait quand il faut aller aux élections, le code électoral a fixé les conditions, à quel moment après il faut déposer les candidatures, etc. Eux vont dire voilà la date de dépôt de candidature, voilà la date de clôture. Est-ce que vous voyez un peu? Donc tout ça, au regard de tout ça, lorsque les gens en font un débat aujourd'hui, c'est que les gens sont toujours dans les rêveries. Les gens rêvent toujours. Si ce n'est que maintenant qu'il faut discuter les conditions pour aller aux élections, or vous aviez eu en 2018, il y a eu les élections législatives. En 2019, il y a eu les élections locales. Pour ces deux élections, ne serait-ce que pour ces laps de temps, vous aurez pu obtenir déjà quelques petits acquis qui pourraient permettre de dire qu'il y a eu des avancées, il reste l'essentiel que nous allons faire. Mais si rien n'est fait, établi au jour d'aujourd'hui, il faut comprendre que l'opposition en partie ne fait rien, que le seul boulot qu'ils sont en train de faire, c'est de se verser dans une guerre en se lançant les flèches réciproquement.
Donc, face à cette situation... Oui, non, en fait, moi, j'observe. On écoute le peuple, on écoute ce que les gens disent. Quand vous prenez, par exemple, les groupements des constituants, il faut aller même à l'intérieur du pays, interroger les jeunes. Nous, on va à l'intérieur du pays, on interroge les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont les compréhensions que vous avez de l'action des leaders politiques ou bien des partis politiques? Les gens vont vous parler. Le problème, c'est que les partis politiques sont dans leur cœur, ils pensent que c'est ça, mais ils ont des représentations à l'intérieur du pays. Mais est-ce que c'est le vrai message qu'on leur envoie? Lorsque vous faites des manifestations, ou bien vous organisez des meetings, ou bien vous rencontrez les gens n'ont pas le culot de vous dire des choses comme ça. Même si les gens veulent poser des questions qui vont à leur rencontre, ils étouffent directement cette question, ils avancent sur autre chose. Ça ne vous permet pas de pister ce que les gens veulent que vous fassiez naturellement. Donc tout ça, il faut que les gens aient des groupes qui leur disent, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il va falloir que nous fassions des choses pour que nous puissions pouvoir nous imposer. Si ce n'est pas le cas, je crois quand même que les partis politiques sont en train de perdre le temps à la population. Alors, dans le courrier de l'ANC au chef de l'État, il a demandé des discussions sur le fichier électoral, la composition de la Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements, la Cour constitutionnelle, la question de l'authentification des bulletins de vote, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, etc. Est-ce que ça vous semble les conditions qui doivent être réunies pour une victoire de l'opposition en 2020? D'abord, je voudrais dire à mon cher ami Kondo que nul n'est né opposant. Hein. Et donc, si vous sentez véritablement que l'opposition togolaise ne fait pas ce qu'il faut et que vous avez une meilleure lecture, c'est très facile. Hein. Vous venez, vous prenez la place et vous faites le job. Parce que ça ne sert à rien de demeurer aussi amer à l'égard des gens qui font quand même des sacrifices. Ce n'est pas facile d'être opposant, surtout dans des pays comme le nôtre. Il faut le reconnaître et c'est vraiment important. Lorsqu'on nous dit que le peuple aspire à X ou à Y, le travail que nous faisons en tant que parti de l'opposition, ce n'est pas non plus seulement pour nos familles, c'est aussi pour ce peuple-là. Et donc, nous-mêmes, nous appartenons à ce peuple. Et bien entendu, depuis l'avènement de la démocratie au Togo, on n'a pas eu les mêmes opposants. Donc ceux-là qui sont soit sur le territoire ou dans la diaspora et qui se sentent vraiment meilleurs, et ça, je suis d'accord un peu avec M. Éric Dupuis qui dit « ça ne sert à rien de continuer par donner des leçons et de rester toujours dans son salon. Vous sortez, vous prenez le devant et puis nous allons voir les résultats que vous allez donner aussi. » Je ne dis pas que nous refusons les critiques, mais il y a des critiques qu'à un moment donné, vous avez l'impression que l'autre qui vous critique a tellement la solution en main qu'on se demande mais pourquoi il est là et qu'il n'applique pas sa solution. Voilà. Maintenant, pour revenir à la lettre de l'ANC, oui, les conditions présentées dans la lettre, nous les connaissons. Moi, je dirais que je suis un peu étonné que jusque-là, la Cour constitutionnelle n'ait pas été recomposée parce que le gouvernement lui-même s'est engagé en cela. Et donc, dès que nous avons fait la recomposition de la CENI, il fallait aussi qu'on fasse la recomposition de la Cour constitutionnelle. Surtout, pour les locales, on nous disait oui, ça ne venait pas parce que le contentieux électoral au niveau des élections locales était plutôt au niveau de la Cour suprême. D'accord, mais qu'à cela ne tienne, ce temps-là où la Cour suprême travaillait devait permettre qu'on réorganise la Cour constitutionnelle. Et donc moi, je suis d'avis qu'il est important à ce jour de recomposer la Cour constitutionnelle. C'est vraiment important pour que nous soyons en phase avec la feuille de route, même si ceux-là qui ont été les premiers à aller vers la feuille de route ont... Par exemple, les mandats de ceux qui sont là actuellement... Mais si... jusqu'à un délai de... Non, c'est-à-dire que dès que nous acceptons que nous devons recomposer, c'est que nous devons être capables de mettre fin à un mandat, quel qu'il soit. C'est-à-dire que vous prenez par exemple la CENI qui existait avant que l'histoire des 8+1 n'arrive. Cette CENI n'était pas à la fin de son mandat non plus. Mais on y a mis fin. Ou du moins, on a voulu y mettre fin. Donc ça veut dire que si nous avons cette volonté-là, nous pouvons le faire. Nous ne disons pas aujourd'hui que... Et je ne crois pas que les membres de la Cour constitutionnelle en font une carrière de telle sorte que si on leur dit aujourd'hui, pour le bien de ce pays, nous voulons faire une recomposition, qu'ils vont refuser. Je ne crois pas. Ces personnalités que je respecte beaucoup, je ne crois pas. Mais lorsque vous prenez aussi une condition comme celle de la recomposition de la CENI, je me demande recomposer comment encore la CENI. Et ça, par exemple, je me dis que c'est vraiment aussi un gros rêve que l'ANC est en train d'entretenir, comme d'habitude.
C'est vraiment rêver que de penser aujourd'hui qu'on va revenir, par exemple, à l'histoire des 8-8. Nous, on ne va pas se battre pour que ce pays-là soit au niveau où il a fallu que nous nous sacrifions pour aller aux législatives. Il a fallu que nous nous sacrifions pour avoir un Parlement capable de faire au moins le minimum de réformes qu'on a eu actuellement. Et c'est ces réformes-là qui permettent aujourd'hui de s'asseoir, d'aller jusqu'au local et de dire aujourd'hui qu'il faut recomposer la CENI. En tout cas, s'il faut recomposer la CENI pour le bien de ce pays, nous n'allons pas être contre, mais nous donnerons nos avis là-dessus. Et nous pensons, comme je l'ai dit, que pour la Cour constitutionnelle, cela répond effectivement à une demande de la feuille de route depuis décembre et que ça doit être fait. En ce qui concerne le fichier, il y a aussi cette mauvaise communication qui est tenue à dessein. Le fichier électoral que nous avons aujourd'hui au Togo date simplement de 2018. Beaucoup de gens font croire que le fichier est un vieux fichier, etc. C'est ce fichier qu'on avait audité. Non. Le fichier date du dernier recensement. Et octobre, si j'ai bonne mémoire. Et ce fichier a été audité, d'accord, d'une manière ou d'une autre. Et après, il y a eu la révision. Et donc aujourd'hui, si on doit demander quelque chose, c'est que tous ces Togolais-là qui disent n'avoir pas pu se faire enrôler à la dernière révision, juste pour les locales, mais qu'on puisse leur donner un peu plus de jours, qu'ils puissent maintenant s'enrôler. Moi, c'est ce que je pense qu'on peut demander aujourd'hui. Et pour le reste, la publication des résultats, etc., je crois que c'est des éléments importants, mais qui doivent être discutés de manière assez calme. Et il aurait été plus intéressant si l'ANC, avant d'envoyer ce courrier-là, parce que l'ANC dit qu'il envoie des courriers et qu'on ne lui répond pas, d'accord, mais l'ANC a continué par envoyer. Et l'ANC également, quand on lui envoie des courriers, il n'y répond pas, à les demander. Donc moi, je pense que ce que l'ANC devrait faire, c'est d'appeler les autres, d'accord, à s'asseoir et à dire, voilà pourquoi nous, on parlait de conditions pour aller aux élections. Voilà les reproches que nous avons au cadre électoral actuel, etc. Et ensemble, maintenant, on pouvait produire un document et envoyer au président de la République. Mais tel que c'est fait, même si c'est bon, nous pensons qu'il y a de bonnes choses dedans. Hein. Et soyez sûrs que, même en étant au Parlement aujourd'hui, nous travaillons à ce que les élections soient améliorées au jour le jour. Donc ce n'est pas la lettre qui vient nous réveiller. Mais nous pensons que la lettre, ou du moins son contenu, est une bonne chose. Par rapport à certains points, oui, c'est discutable, mais c'est une bonne chose. Mais il aurait été plus intéressant que ce soit quelque chose qui soit porté par l'ensemble. Ça donne plus de poids et plus de crédibilité à ce que vous voulez faire. Vous avez la même lecture? Oui, je crois que c'est déjà les mêmes choses qu'il a rappelées pour la Cour constitutionnelle, sa composition du point de vue de la feuille de route de décembre. Il fallait que cela soit reconstitué, mais il faut voir les conditions dans lesquelles, parce qu'il ne faudrait pas dire qu'il faut recomposer la Cour constitutionnelle et au jour d'aujourd'hui, le choix des membres qui doivent composer deviennent encore problématique pour pouvoir drainer les choses jusqu'à un moment donné. Il faut quand même analyser aussi cet aspect. Pour la révision de la liste, je pense que la CENI déjà a lancé un communiqué pour faire appel aux EPS de 2018-2019 pour aller vers la révision des listes électorales et consorts. Maintenant, pour un certain nombre de choses, je crois que les préalables, ça doit être fait. Il faut quand même que les partis aussi... La question de composition de la CENI, c'était une manière pour la CENI de dire je veux entrer à la CENI. Non, en fait, le problème, je crois quand même que tel que M. Nyofam l'avait bien souligné, il faut quand même observer bien les caprices de l'ANC. Il y a certains caprices que l'ANC affiche qui lui permettent de maintenir, d'obtenir un certain nombre de choses. Et je l'ai même déjà analysé depuis les manifestations du 17 ou bien 19 août 2017. Il y a eu des caprices qui ont conduit jusqu'à ce que, parce que le mouvement d'août 2017 ont conduit à peu près à la mort de l'ANC, mais les caprices ont permis la résurrection de l'ANC d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une analyse. Donc tout ça là,